lorsque Camille Moreau, 19 ans, entra dans le restaurant le plus luxueux de Paris, les vêtements déchirés et le ventre vide, les clients fortunés la dévisagèrent avec dégoût. Elle s'approcha du comptoir avec dignité et demanda: « Puis-je faire la vaisselle en échange d'une assiette de nourriture ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Ce que Carmen ignorait, c'est qu'assis à la table se trouvait Raphaël Dubois, 45 ans, un PDG millionnaire qui venait de perdre sa fille dans un accident. En voyant cette jeune fille du même âge que la sienne mendier du travail au lieu de demander la charité, quelque chose se brisa en lui. Ce qu'il fit ensuite changea non seulement la vie de Carmen, mais émut toute la ville, prouvant que parfois, un acte de désespoir peut faire germer le plus grand désespoir. Paris, quartier de Salamanque. 20h30, le restaurant Le Lys d'Or était le temple de la gastronomie espagnole pour l'élite madrilène, où un dîner coûtait plus cher que ce que beaucoup gagnaient en un mois. Des lumières tamisées éclairaient des tables de marbre blanc, où hommes d'affaires et mondains discutaient d'investissements de plusieurs millions de dollars autour d'un verre de vin de Ribradel Duro et d'une assiette de jambon ibérique de Bellota. Mais cette nuit-là, l'atmosphère parfaite fut brisée par l'entrée d'une silhouette étrangère à ce monde. Carmen poussa la porte vitrée d'une main tremblante. Ses vêtements étaient déchirés et sales, ses cheveux n'avaient pas été lavés depuis des jours, ses chaussures étaient déchirées, révélant ses chaussettes. Pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux, une dignité que ni la faim ni le désespoir n'avaient réussi à éteindre. L'odeur de la nourriture la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Elle n'avait pas mangé depuis 3 jours, depuis qu'elle avait été expulsée du studio sordide qu'elle partageait avec 2 autres filles. Sans famille, sans travail, nulle part où aller, elle errait dans les rues de Paris, cherchant désespérément une solution. Les clients du restaurant commencèrent à la fixer. Des murmures se répandirent comme des vagues. Qui a laissé entrer ça? Appelez la sécurité. C'est dégoûtant. Ça gâche l'atmosphère. Le maître d'hôtel, un homme élégant d'une 50aine d'années, s'approcha d'un pas décidé et d'un air mécontent. « Mademoiselle, c'est un restaurant privé. Vous ne pouvez pas être ici. » Carmen le regarda dans les yeux, redressant les épaules malgré sa fatigue. « Je sais, monsieur. Je ne suis pas là pour déranger vos clients. Alors partez immédiatement. » J'ai attendu, dit Carmen d'une voix ferme mais respectueuse. Je peux faire la vaisselle en échange d'une assiette. Je ne m'en dis pas, je demande à travailler. Le silence était encore plus assourdissant. Les conversations s'arrêtaient, les fourchettes pendaient en l'air. Tous les regards étaient braqués sur cette fille qui avait osé demander un emploi au lieu de tendre la main. Mademoiselle, c'est ridicule. Vous ne pouvez pas. Quel genre de travail savez-vous faire? La voix grave provenait d'une table dans un coin. Tout le monde se tourna vers l'homme qui avait parlé, Raphaël Dubois, PDG de l'un des plus grands empires espagnols, vêtu d'un costume sur mesure plus cher qu'une voiture, avec des cheveux gris parfaitement peignés et des yeux sombres qui dissimulaient une profonde douleur. Il avait observé toute la scène en silence. Cette fille avait à peu près le même âge que sa fille Isabelle, décédée 3 mois plus tôt dans un accident de voiture. « Je sais cuisiner, faire le ménage et servir, » répondit Carmen. « J'ai travaillé dans quelques bars avant de tout perdre. » Raphaël se leva lentement, ignorant les regards incrédules des autres clients. Il s'approcha de Carmen et étudia son visage. « Avez-vous déjà travaillé dans un restaurant haut de gamme? »« Non, monsieur, mais j'apprends vite et je travaille dur. » Raphaël regarda le maître d'hôtel, puis de nouveau Carmen. « Comment ça s'appelle? »« Camille Moreau. »« Eh bien, Carmen, dit-il. Je suis Raphaël Dubois, et ce restaurant est à moi. » Le silence s'épaissit. Carmen pâlit, réalisant qu'elle avait postulé auprès du même propriétaire. « Monsieur Mendoza, je ne savais pas. » Raphaël leva la main pour l'arrêter. « Ne t'excuse pas. Il m'a fait une proposition d'emploi et j'hésite à l'accepter. » Il se tourna vers le maître d'hôtel, Miguel. « Préparez une table pour mademoiselle Jiménez et apportez-lui le menu complet. »« Mais, monsieur, commença Miguel, visiblement confus. « Et demain, à 8 heures du matin,
je veux que tu sois là pour commencer ta période d'essai. 1 semaine. Si tu prouves que tu peux travailler, tu obtiendras un contrat régulier. Carmen ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. Ne me remercie pas encore, répondit Raphaël avec un sourire triste. Tu dois d'abord prouver que tu le mérites. Tandis que Carmen était escortée jusqu'à une table, les clients murmurèrent, incrédules. Raphaël Dubois, l'homme d'affaires le plus impitoyable, venait d'offrir un emploi à une femme sans abri. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'il avait vu en Carmen quelque chose qu'il avait perdu à jamais, la possibilité d'aider une jeune femme du même âge que sa fille. Et peut-être, en la sauvant, trouverait-il un moyen de se libérer de la douleur qui le consumait. Le lendemain matin, Carmen arriva au restaurant à 7h45, 15 minutes avant l'heure prévue. Elle avait passé la nuit dans un refuge d'Emmaüs. Après avoir utilisé les 20 € que Raphaël lui avait donnés la veille pour se préparer, elle s'était lavée, avait fait de son mieux pour présenter ses vêtements décemment et avait les cheveux attachés en une queue de cheval soignée. Mais surtout, son regard exprimait une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Miguel, le maître d'hôtel, l'a reçue avec un scepticisme évident. Mademoiselle Jiménez, j'espère que vous réalisez que ce n'est pas un jeu. Monsieur Mendoza dirige une entreprise sérieuse. Je comprends parfaitement, répondit fermement Carmen. Je suis là pour travailler. Raphaël arriva peu après, comme chaque matin, pour superviser les préparatifs. En voyant Carmen, il remarqua immédiatement le changement. Elle était la même jeune fille désespérée que la veille, mais elle rayonnait désormais de dignité et d'espoir. D'accord, dit Raphaël. Commençons par les bases. Michel va vous expliquer comment tout fonctionne. Les heures qui suivirent furent un véritable tourbillon d'apprentissage pour Carmen. Elle apprit le nom et la composition de chaque plat du menu, mémorisa les vins proposés et comprit le rythme effréné de la cuisine. Elle était rapide, attentionnée et, surtout, ne se plaignait jamais. Pendant la pause déjeuner, tandis que les autres serveurs se détendaient, Carmen continuait d'étudier le menu et de débarrasser les tables. Raphaël l'observait de loin, impressionné par son éthique de travail. « Tu n'as pas besoin de faire tant d'efforts, dit-il en s'approchant d'elle. Carmen leva les yeux, surprise. « Monsieur Mendoza, je veux juste prouver que je mérite cette opportunité. » Raphaël la regarda avec un mélange d'admiration et de nostalgie. « Alors prouve-le. » Je savais que cette conversation avait été entendue par quelqu'un caché derrière une tombe, quelqu'un qui savait maintenant que le secret était sur le point d'être révélé. Marc conduisait sa BMW à travers les rues de plus en plus délabrées menant à Saint-Denis, l'un des quartiers les plus pauvres de Paris. Sophie, assise à côté de lui indiquait le chemin avec une nervosité croissante. « C'est ça ?» demanda Sophie tandis qu'il s'arrêtait devant un immeuble délabré des années 1970. 3e étage, appartement 15. Marc contemplait le bâtiment gris, avec ses vitres brisées et ses graffitis sur les murs. Il était impossible d'imaginer Hélène, habituée au luxe de son chalet de Neuilly-sur-Seine, vivre dans un endroit pareil. Ils montèrent l'escalier sombre et malodorant. L'appartement 15 avait une porte en bois écaillée, sans nom sur la plaque. Marc hésita un instant, puis il frappa doucement. « Hélène ?» Il n'y eut pas de réponse. Il cria plus fort. « Hélène, sois Marc. » Ils entendirent des pas rapides à l'intérieur de l'appartement, puis le bruit d'une fenêtre qui s'ouvrait. Sophie courut à la fenêtre de l'escalier et regarda dehors. « Il s'enfuit » cria-t-il depuis la cour. Marc n'hésita pas, il dévala l'escalier, sortit du bâtiment et courut vers la cour. Il aperçut une silhouette féminine s'enfuir par une porte à l'arrière. L'espace d'un instant, la femme se retourna, même de loin, avec ses cheveux coupés et teints en noir, et ses vêtements minables. Marc la reconnut, c'était Hélène. « Hélène » cria Marc de toutes ses forces. La femme s'arrêta un instant, comme si le son de sa voix l'avait choqué. Leurs regards se croisèrent pendant une seconde qui sembla interminable. Puis Hélène reprit sa course et disparut entre les bâtiments. Marc se tenait immobile dans la cour,
le cœur battant si fort qu'il en avait mal. Il était vivant. Hélène était vivante. Sophie l'atteignit à bout de souffle. « Tu l'as vue » murmura Marc. C'était elle? C'était vraiment elle? Ils retournèrent à l'appartement et Marc enfonça la porte d'un coup de pied. L'intérieur était petit et miteux, un lit double, une kitchenette, une minuscule salle de bain. Mais il y avait des vêtements de femme sur le lit et une photo sur la table de nuit. Marc prit la photo et son univers se transforma en une image de lui, Hélène et Lucie, prise 2 ans avant la mort d'Hélène. Mais le plus choquant était que la photo avait été recadrée, la silhouette de Marc avait été éliminée, ne laissant que Hélène et Lucie. « Quelqu'un l'a trompé en lui faisant croire que tu étais mort », dit Sophie en regardant la photo. « Ou quelqu'un l'a forcé à simuler sa mort. » Marc continua ses recherches et trouva un autre indice dévastateur, un flacon de médicaments portant le nom de Maria Ruiz. Il s'agissait d'antidépresseurs très puissants. Marc leva les yeux, les mains tremblantes. Puis, sur le seuil, ils se retournèrent brusquement, un homme d'une 60aine d'années se tenait là, élégamment vêtu, avec un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Qui es-tu » demanda Marc. « Je connais toute la vérité sur votre femme » répondit l'homme. « Et si vous voulez la revoir vivante, vous devez venir avec moi. » Sophie attrapa le bras de Marc. « N'y allez pas, c'est un piège. » L'homme a ri. « C'est une fille intelligente, mais elle n'a pas le choix. Si elle ne vient pas avec moi, Hélène va vraiment mourir cette fois. Et vous deux aussi. » Marc regarda Sophie, puis l'homme. Chaque fibre de son corps lui disait de ne pas lui faire confiance, mais s'il avait une chance de sauver Hélène, il devait prendre le risque. « D'accord, » dit Marc. « Mais elle vient avec nous. »« Comme vous voulez, » répondit l'homme. « Mais n'oubliez pas, Monsieur Santamaria, certains secrets sont mieux gardés. » L'homme les conduisit à travers Paris jusqu'à un chalet isolé en périphérie de la ville. C'était un endroit que Marc n'avait jamais vu auparavant, élégant mais sinistre, entouré de hauts murs et de caméras de surveillance. « Qui êtes-vous » demanda Marc en entrant. « Je m'appelle Robert Garnier » répondit-il. « Disons que j'étais l'associé de votre femme. » Hélène n'avait pas d'entreprise, elle était architecte. Elle travaillait pour des cabinets privés. Roberto sourit amèrement. « Monsieur Santamaria, votre femme avait beaucoup de secrets, et tous étaient très dangereux. » Il les installa dans un salon luxueux. Au mur, des photos d'Hélène dans des situations que Marc ne reconnaissait pas, en train de discuter avec des hommes en costume coûteux, de signer des documents, dans des endroits qui ressemblaient à des agences bancaires suisses. « Il y a 3 ans, commença Roberto, votre femme était impliquée dans un réseau de blanchiment d'argent. J'étais l'intermédiaire entre elle et des investisseurs internationaux, disons, peu recommandables. » Marc avait l'impression que le monde s'écroulait à nouveau. « Tu mens. Hélène n'aurait jamais fait une chose pareille. »« Monsieur Santamaria, » dit Roberto, « votre femme avait des dettes de jeu de 5 millions d'euros. » Hélène no jugaba. Il jouait en ligne sur des sites illégaux, poker, casinos virtuels, jeux d'argent. Il a perdu tout son argent et a commencé à utiliser les comptes de l'entreprise familiale. Lorsqu'il a découvert que vous étiez sur le point de découvrir les transactions bancaires suspectes, il a accepté de nous aider. Marc se leva, furieux. « Assez. Où est ma femme ?» Roberto appuya sur un bouton de la télécommande. Une vidéo en direct apparut sur un écran, Hélène se trouvait dans une pièce blanche, assise sur une chaise, les mains liées, l'air drogué et confuse. Hélène Grito. « Marc. Je suis désolé, j'ai tout gâché. Je t'ai menti pendant des années. L'argent, tout cet argent, c'était pour protéger Lucie, pour protéger Lucie. » « Protéger de quoi ?» demanda Marc à l'écran. Roberto a éteint la vidéo. « Vous voyez, Monsieur Santamaria, votre fille n'est pas votre fille. » Le silence dans la pièce était assourdissant. « Lucie n'est-elle pas ma fille ? Lucie est notre fille, à Hélène et à moi, issue d'une relation que nous avons eue il y a 20 ans, avant qu'Hélène ne t'épouse. Quand Hélène a commencé à s'endetter,
je lui ai fait une proposition, simuler sa mort et venir vivre avec moi, ou révéler la vérité sur Lucie. Marc avait l'impression que quelqu'un lui avait arraché le cœur. Lucie n'est-elle pas ma fille? Hélène a choisi de le protéger de la douleur de la vérité. Elle a simulé sa mort avec mon aide, mais maintenant elle en a assez de cette vie et veut y retourner. Le problème, c'est qu'elle en sait trop sur nos affaires. Sophie, qui était restée silencieuse, se leva brusquement. Menteur. Roberto la regarda avec surprise. Que? Je connais Lucie Santamaria. Nous allons à la même école, même si elle ne s'en rend pas compte, car nous sommes dans des classes différentes. Et Lucie est identique à son père, elle a les mêmes yeux, le même nez, la même expression. Elle ne te ressemble pas du tout, du tout. Roberto pâlit. Tu ne peux pas savoir. De plus, poursuivit Sophie, si Hélène avait vraiment des dettes de jeu, pourquoi toutes ces cartes de crédit étaient-elles encore actives à sa mort? Pourquoi Monsieur Santamaria n'a-t-il jamais reçu de demande de paiement de ses créanciers? Marc regarda Sophie avec reconnaissance. La fille avait raison. Roberto se leva nerveusement. Peu importe. Vous en savez trop tous les deux maintenant. Où est Hélène? Il avait un rôle de conseiller, mais il continuait à aller au restaurant tous les jours, non pas pour travailler, mais pour regarder sa fille transformer ses rêves en réalité. Un matin, alors qu'ils buvaient un café ensemble comme ils le faisaient tous les jours depuis des années, Carmen posa à Raphaël une question qui lui tenait à cœur depuis longtemps. « Papa, dit-elle, l'appelant toujours comme ça maintenant, Isabelle te manque-t-elle » Raphaël sourit tristement. « Chaque jour, j'apprends que l'amour ne meurt pas, il transforme. Isabelle vit dans chaque jeune que nous aidons, dans chaque vie que nous changeons, dans chaque espoir que nous suscitons. Tu penses qu'elle serait fière de nous? J'en suis sûr. Isabelle rêvait de changer le monde. Grâce à vous, grâce à ce que nous avons construit ensemble, nous y parvenons. » Ce soir-là, lors de la cérémonie de remise des prix où Carmen a été reconnue comme « entrepreneur social de l'année », elle a prononcé un discours qui a ému toute l'assistance. Il y a 5 ans, j'étais une jeune fille sans abri, sans famille, sans espoir. Un homme généreux m'a donné non seulement un emploi, mais aussi la chance de devenir la personne que j'étais destinée à être. Il regarda Raphaël dans le public et continua. Mais la leçon la plus importante que j'ai apprise est la suivante, chacun de nous a le pouvoir de donner une seconde chance à quelqu'un d'autre. Chacun de nous peut être la main tendue qui relève celui qui est tombé. Le projet que nous avons créé n'est pas seulement le mien, ni celui de mon père Raphaël, il appartient à tous ceux qui ont choisi de croire que l'être humain vaut mieux que les circonstances dans lesquelles il se trouve. Isabelle Dubois, que je n'ai jamais rencontrée mais avec qui je me sens présente chaque jour, rêvait de rendre le monde meilleur. Aujourd'hui, je peux dire que son rêve est vivant et continue de grandir dans chaque vie que nous côtoyons. Quand Carmen est revenue à sa place, Raphaël l'a serrée fort dans ses bras. « Isabelle est ici avec nous », murmura-t-il. « Je suis désolé pour elle, » répondit Carmen, « et je sais qu'elle est fière. » 1 an plus tard, Raphaël s'éteignit paisiblement dans son sommeil, entouré de l'amour de Carmen et de toutes les personnes qui l'avaient touché. Plus d'1 millier de personnes assistèrent à ses funérailles, d'anciens sans-abri reconvertis en entrepreneurs et des étudiants qui l'avaient aidé à obtenir leur diplôme. Carmen, désormais seule à la tête de l'empire bâti par Raphaël, appliquait les principes qu'il lui avait enseignés, chaque décision devait être prise en fonction des besoins des plus démunis. Dans son testament, Raphaël avait tout légué à Carmen, à une condition, qu'elle continue à transformer des vies et à offrir une seconde chance à ceux qui en avaient besoin. Et tandis que Carmen continuait la pièce, elle savait que quelque part, Isabelle et Raphaël souriaient, voyant comment un simple geste de gentillesse avait créé des vagues de changements qui se prolongeraient sur des générations. L'histoire prouvait que parfois, quand tout semble perdu, il suffit d'une seule personne qui croit en nous pour raviver l'espoir, et que le véritable amour celui qui existe entre un père et une fille, non pas né du sang mais choisi par le cœur peut véritablement changer le monde, une vie à la fois. Si cette histoire vous a touché et vous a fait croire au pouvoir des secondes chances, laissez un petit mot ci-dessous. Je veux connaître vos histoires.
Avez-vous déjà reçu une seconde chance qui a changé votre vie? Croyez-vous que chaque personne mérite une chance de recommencer? Avez-vous déjà aidé quelqu'un dans le besoin et vu son potentiel s'épanouir? Partagez vos expériences de gentillesse, de famille choisie et de seconde chance dans les commentaires. Car chaque histoire de rédemption et d'amour inspire les autres à ne jamais abandonner et à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que l'amour et la gentillesse peuvent véritablement changer le monde. Et n'oubliez pas, chacun de nous peut être la seconde chance de quelqu'un d'autre.